Bienvenue dans le Trésor de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Voici les trois titres. La visite hier en Côte d'Ivoire du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a été reçu en audience au palais présidentiel dans la commune du Plateau par le chef de l'État Alassane Ouattara, le ministre français des Armées qui a salué la progression de l'appareil de sécurité en Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, les échanges hier à la primature dans la commune du Plateau entre le Premier ministre Patrick Hachi et le président de la Confédération africaine de handball, Mansourou Arimou, qui souhaite une formation plus accrue des jeunes dans cette discipline sportive. Enfin, au Burkina Faso, 51 soldats tués dans une embuscade attribuée à des djihadistes. Les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de défense, de sécurité et de stabilité politique salués par le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a en effet été reçu hier en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette rencontre s'est tenue au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Plus de détails, Viviane Haïm. Reçu ce lundi 20 février au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a eu un entretien en privé avec le chef de l'État ivoirien, suivi d'une séance de travail élargie à laquelle ont pris part le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le chef d'état-major général Lassana Doumbia, le directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. Séance de travail qui, selon le ministre français des Armées, s'inscrit dans le cadre des concertations régulières entre les armées ivoiriennes et françaises dans l'objectif de la sécurisation des frontières ivoiriennes face à la menace djihadiste. Le ministre français des Armées a salué le niveau de performance aujourd'hui de l'armée ivoirienne, soulignant l'importance de la formation dans le cadre de la coopération entre les deux armées. Dès le 14 juillet, je m'étais rendu ici à Abidjan. Cet automne, c'est le ministre d'État qui est venu à Paris. Me voici de nouveau à Abidjan. La fois prochaine, c'est à Paris. Et donc, tous les 3 à 4 mois, nous allons évidemment garder ce rythme de bilatéral qui va nous permettre de faire un certain nombre de points sur des sujets qui nous préoccupent. Évidemment, nous sommes revenus sur la situation de la sécurité dans l'ensemble de la sous-région, dans l'ensemble des pays qui nous entourent. C'est vrai également aussi pour la sécurité maritime et les enjeux qui sont liés aux prédations de matières premières, au narcotrafic. On a un agenda de sécurité évidemment qui est important en la matière. Et puis évidemment, un agenda plus bilatéral entre la Côte d'Ivoire et la France, puisqu'il est à saluer les efforts remarquables qui sont accomplis par le président Ouattara, par son gouvernement, par les forces armées de Côte d'Ivoire dans la montée en puissance de l'appareil de sécurité ici en Côte d'Ivoire. Pour dire les choses très directement, l'armée de Côte d'Ivoire n'a rien à voir aujourd'hui avec celle d'il y a 10 ans. Et au regard des décisions politiques et budgétaires que vous êtes en train de prendre, l'armée de Côte d'Ivoire n'aura rien à voir dans 10 ans également. Et ça, pour le coup, ça fait de la Côte d'Ivoire un pays de stabilité, un pays dans lequel on peut nourrir et documenter un agenda de sécurité en commun. Et donc le rôle de puissance d'équilibre régional de la Côte d'Ivoire s'établit de plus en plus. Et c'est évidemment quelque chose de très précieux. On va essayer donc de continuer à nourrir cet agenda. On va fonctionner sur 2 jambes. Une jambe qu'on pourrait qualifier de ressources humaines, formation, la capacité pour l'armée française d'apporter encore plus à son partenaire ivoirien, avec évidemment des modules de formation sur lesquels on aura l'occasion de s'exprimer. On ne peut pas aujourd'hui ignorer les enjeux du cyber, du spatial, les enjeux qui sont liés aux drones. Donc là, c'est une véritable montée en puissance mutuelle pour nous épauler que nous allons conduire. Et puis effectivement, deuxième jambe, une jambe plus capacitaire, je viens de le citer, évidemment sur les équipements. C'est vrai pour les équipements pour l'armée de l'air, c'est vrai également pour les équipements terrestres sur lesquels ce matin nous avons pu échanger. La sous-région ouest-africaine confrontée aux attaques djihadistes répétées, occasionnant des tueries et des exodes massifs de population et leur corollaire, les coups d'État militaires. La Côte d'Ivoire, sous la gouvernance du président de la République Alassane Ouattara, reste un pays sécurisé à ses frontières et stable au plan interne.
Toujours en Côte d'Ivoire, l'ouverture hier du 21e congrès de l'Association africaine de l'eau. Travaux et échanges en présence du Premier ministre Patrick Hachi. A noté plus de 4000 participants et plus de 150 exposants. Thème retenu, mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement en Afrique. Les explications, Franck Quadio. Le continent africain produit 99% de l'eau douce liquide sur Terre et pourrait fournir 130 litres d'eau potable par jour et par personne, selon certaines études. Mais à la réalité, l'accès aux ressources naturelles en eau et le financement public et privé restent problématiques. Cette rencontre d'Abidjan, qui abrite le 21e congrès international de l'Association africaine de l'eau, couplée à la 7e conférence internationale sur la gestion des boues de vidange, vient affiner la réflexion et accompagner les initiatives nouvelles. La Côte d'Ivoire accueille un rendez-vous dynamique. En combinant les problématiques de l'eau et de l'assainissement, nous pourrons réaliser un avenir meilleur. Il y a beaucoup à faire au cours de ces 3 jours pour trouver des réponses claires. Nos actes doivent refléter notre parole et je vous propose des points clés. Il faut associer les options de financement, renforcer les capacités des acteurs, car les défis à relever ont un caractère systémique. Des réflexions souhaitées impactantes pour des millions de personnes. Ils sont plus de 500 millions à souffrir du difficile accès à l'eau potable en Afrique, d'où le choix du thème « Agir pour la gestion durable des ressources et l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement en Afrique ». Et justement, agir, c'est la préoccupation des partenaires stratégiques et financiers. Ouattara Oumar, directeur pays de la Banque islamique de développement, relève la pertinence de ces assises. Et cette simultanéité d'intervention en faveur de l'eau potable et de l'assainissement permet d'entrevoir de nouvelles stratégies en termes de gouvernance dans ces 2 secteurs, aussi bien pour les partenaires techniques et financiers que pour les États dans leur politique de mobilisation des financements. Le secteur privé qui marque son engagement en dépit des besoins croissants, cette mise en commun des enjeux de 2 secteurs voisins, l'eau et l'assainissement, semble donc un bon élément de réponse. Plusieurs défis majeurs restent à relever sur notre chemin vers l'atteinte des objectifs de développement durable relatifs à l'eau potable et à l'assainissement. Notamment, l'accès à l'eau et à l'assainissement à un coût abordable pour tous. Il a cependant besoin d'équilibrer la balance des investissements tant dans la gestion en eau que dans l'assainissement. Au nom du président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Hachi n'a pas manqué de témoigner de l'exemple ivoirien. Ce lien entre l'eau et développement, cette approche qui ne veut pas avoir l'eau et assainissement d'abord comme une question sociale, mais comme un choix stratégique de développement économique et humain, c'est le choix qu'a su faire le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire en 2011. Alors que nous sortions d'une grave crise, nous avions mis alors toutes nos forces dans la bataille du rétablissement de l'accès à l'eau potable. Dans un pays favorisé par la prodigalité de mers nature, disposant de fleuves puissants, de nombreux cours d'eau secondaires, nous avons pu mettre en place de nombreux forages, équipements et infrastructures. Le rendez-vous d'Abidjan trouve alors son sens car il est la résultante de réflexions déjà engagées. Le 22 mars, lors de la Journée mondiale de l'eau qui se tiendra à New York, la conférence internationale de l'eau sous l'égide de l'ONU. Ce rendez-vous planétaire évaluera la tenue des engagements pris par les États et les avancées à mener lors des prochaines années. Il sera donc en lien direct avec cette 21e édition du Congrès international de l'eau et de l'assainissement. C'est dire l'importance stratégique de notre congrès. En Afrique, nous savons que nos progrès passent par une gestion intégrée et durable des ressources en eau. C'est elle qui permettra ensuite de renforcer la fourniture des services d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène. C'est elle qui permettra d'augmenter la disponibilité des ressources en eau pour la production alimentaire et l'amélioration de la nutrition. C'est elle, enfin, qui permettra d'accroître le développement durable de l'eau pour l'énergie, notamment l'hydroélectricité, alors que seuls 11%
des sites potentiels pour la production hydroélectrique sont aujourd'hui équipés en Afrique. Événement notable à ce congrès international, le changement de dénomination de l'Association africaine de l'eau qui devient désormais Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Une vision alors plus inclusive de l'instrument est réaffirmée lors de la visite de l'exposition par la délégation officielle, une exposition qui rassemble plus de 150 techniciens. Autre activité du Premier ministre Patrick Hachi, l'audience accordée hier au président de la Confédération africaine de handball. C'était à la primature dans la commune du Plateau. À l'issue de cet entretien, Mansourou Aremou s'est dit favorable pour une formation plus accrue des jeunes dans cette discipline sportive. Retrouvons Franck Quadio. Mansourou Aremou, président réélu de la Confédération africaine de handball, accompagné de l'autorité de tutelle du sport ivoirien Paulin Danho, reçu par le Premier ministre Patrick Hachi à son cabinet. La CAB, qui fête ses 50 ans et qui a depuis 1978 son siège à Abidjan, est aujourd'hui à la croisée des chemins et le président Mansourou porte des réformes. Cette rencontre avec le Premier ministre ivoirien est celle du partage sur certaines questions d'importance. Très honnêtement, j'ai obtenu une oreille attentive de la haute autorité et je pense que les prochaines années, je ne veux pas dire les 50 prochaines années, c'est une nouvelle ère pour cette discipline qui vous souviennent quand même que la Côte d'Ivoire, c'est une lettre de noblesse au niveau du handball féminin. Au-delà de ce que les gens attendent de nous au niveau du continent, il faudrait aussi qu'on donne la chance, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire de retrouver ces lettres de noblesse, ces lettres d'antan. Je crois que nous devons travailler dans le sens de la formation des jeunes, ce qui appelle forcément un cadre physique, n'est-ce pas, à cet effet. Et c'est des questions sur lesquelles nous avons échangé énormément. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est disponible, n'est-ce pas, à nous accompagner dans nos rêves. Je crois que nos efforts conjugués permettront de donner un coup de pouce au handball ivoirien et par conséquent au handball continental. De belles perspectives pour la discipline donc. Mansourou Aremou, de nationalité béninoise, rappelons-le, a été réélu pour 4 ans depuis novembre 2021. Il dirige la Confédération africaine de handball depuis 2008. Intéressons-nous à présent à la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. Le nouvel ambassadeur sud-coréen Kim Sang a visité il y a quelques jours le centre sportif, culturel et des TIC Alassane Ouattara. Le diplomate sud-coréen a voulu s'imprégner des réalités de cet établissement situé dans la commune de Cocody. Les précisions, Didier Nguessan. L'ambassadeur de la Corée visite le centre sportif et culturel TIC ivoiro-coréen. Le centre financé par l'agence coréenne de coopération KOICA pour 7 milliards de francs CFA a été inauguré en octobre 2021. Il est le symbole de l'amitié ivoiro-coréenne. Le nouvel ambassadeur s'imprègne des acquis. Lors de différentes audiences que j'ai eues avec les autorités ivoiriennes, elles ont dit que ce centre est un grand symbole de la coopération, de la relation de coopération et d'amitié entre nos deux pays. Et moi, je suis d'accord avec eux. Depuis septembre 2022, une nouvelle équipe dirigeante est en place avec 7 directeurs de département. Elle entend rendre attractif le centre aussi bien pour les activités sportives que culturelles. C'est d'activer vraiment le centre de telle sorte que le centre soit très fréquenté, très populaire, avec des activités culturelles, des programmes d'éthique, formation des jeunes, formation aussi des jeunes défavorisés, des femmes. Grâce au taekwondo, la Côte d'Ivoire a décroché sa première médaille d'or olympique et ses 2 médailles de bronze. Des résultats qui consolident le pont entre Séoul et Yamoussoukro. Le challenge n'était pas seulement de bâtir le centre. Nous avons la lourde charge avec la direction générale d'en faire un centre d'excellence, initier les jeunes Ivoiriens et Ivoiriennes à la cuisine coréenne, à la musique, et centre où nous allons créer des start-up et de faire de la formation. Pour 2023, l'État a débloqué 800 millions de francs CFA pour le fonctionnement de cette entité publique de type particulier.
Quelles sont les opportunités d'études en Inde? Quelles bourses d'études disponibles? Comment alors les obtenir? L'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire a organisé récemment un salon dans la commune de Cocody. Plus de détails, Evelyne Yeboué et Didier Nguessan. Des élèves et étudiants échangent avec les responsables d'universités indiennes. Les opportunités d'études en Inde sont présentées aux apprenants ivoiriens aspirant pour suivre leurs études à l'étranger. Je suis dans une filière technologique. J'ai décidé de venir voir après le bac dans quelle filière je devais me lancer. Je vais continuer mes études en Inde après le bac parce que je vais me lancer dans la technologie. Le critère, c'est d'abord les notes. Il serait important pour les étudiants d'avoir au moins la moyenne dans les matières scientifiques. Pour l'ambassade de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire, cette rencontre facilite le choix des différentes filières existantes en Inde à ses apprenants. Ce type de forum-là, c'est la bienvenue parce que ça permet aux étudiants de pouvoir choisir, comme dans les domaines de l'agriculture, s'ils veulent se faire former, ils peuvent carrément faire de meilleurs choix. Quand ils voient la culture ivoirienne et la culture indienne, il y a assez de similarités. Étudier en Inde vous permet d'avoir une plus-value. Selon l'Association des étudiants africains vivant sur le sol indien, environ 25 000 étudiants africains étudient actuellement dans 500 universités publiques et privées en Inde. Autre actualité avec la 6e édition du Forum économique intitulé « La finance s'engage ». C'est une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Thème retenu, accroître l'attractivité des petites et moyennes entreprises pour renforcer le financement. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo. C'est une 6e édition du Forum « La finance s'engage », tout aussi ambitieuse que les précédentes qui s'est ouverte ce jeudi à Abidjan. Créer un cadre de partage et de rapprochement nécessaire pour que le secteur financier accompagne efficacement les PME dans leur rôle de locomotive de l'économie ivoirienne, telle est l'ambition des initiateurs de cet événement. On se rend compte qu'au fur et à mesure de l'avancée de la finance s'engage, qui est une initiative, encore une fois, et pas un événement, on arrive à rassembler de plus en plus d'acteurs, y compris de PME, qui viennent mieux comprendre l'initiative, se l'approprier et prendre des engagements. Donc je pense que le pari a été réussi, la route est encore très longue pour arriver à combler le besoin en financement des PME à travers le pays. Lors de la dernière édition en 2021, ce forum a permis la mobilisation de 1295 milliards de francs CFA pour le financement des PME et la formation de 600 PME dans le programme d'éducation financière. Des résultats certes encourageants, mais pas totalement satisfaisants. Aujourd'hui, je peux dire, pour moi, les microcrédits prennent plus au sérieux les PME, contrairement à la banque qui met beaucoup de réserves. Les microfinances ne nous demandent plus de garantie avant de nous financer. Mais avec les microfinances, le taux d'intérêt est beaucoup élevé. Et le financement aussi n'est pas aussi important. On ne peut pas travailler avec. Accroître l'attractivité des PME pour renforcer le financement. Le thème de l'édition est également une piste de solutions proposées, tout comme la collaboration entre l'État et le secteur privé pour relever les défis de financement des PME. Nous avons tous le devoir de soutenir nos PME, car leur ressort apparaît comme la condition sine qua non d'une prospérité partagée. J'en appelle donc à une plus grande solidarité des acteurs privés et publics pour que l'accès au financement cesse d'être un blocage au développement. Des actions et efforts sont attendus des PME pour bénéficier à la fois de l'ensemble du dispositif mis en œuvre par l'État et également des initiatives privées telles que la finance s'engage. À ces fins, les PME doivent améliorer leur attractivité à travers une bonne structuration, une organisation et également en intégrant les règles de fonctionnement des institutions financières en matière de crédit qui sont censées faire du profit. Cette édition a vu notamment la participation de la ministre de la Culture et de la Francophonie qui a mis en exergue les opportunités d'investissement dans le secteur culturel ivoirien.
En image, direction à présent San Pedro dans la région sud-ouest du pays avec l'ouverture officielle des travaux du Business Forum inscrits au programme de la 5e édition du Festival de San Pedro. Objectif, présenter et valoriser le potentiel économique de cette localité. Du 19 au 26 février prochain se tient donc le Festival de San Pedro. Cette 5e édition en présence du ministre-gouverneur Philippe Legré. Au programme, des journées socio-culturelles, des tables rondes et autres panels. Pour en parler, Sam Conan. Et c'est reparti pour le Festival de San Pedro, dénommé Festival Saint-Pierre. Un rendez-vous qui va permettre durant 7 jours de valoriser les atouts et potentialités économiques, touristiques et culturelles de la région. Pour cette 5e édition, avec comme invité d'honneur la France, des innovations sont annoncées. Le premier axe donc est la valorisation de la culture de San Pedro et à travers cette culture aussi la culture de tous ceux qui vivent à San Pedro. La deuxième innovation cette année, c'est l'entrée en plus de l'église catholique de l'ensemble des confessions religieuses dans le festival. À cela, il faut rajouter donc le Business Forum pour la valorisation donc de la ville de San Pedro avec plusieurs thèmes dont le thème principal est donc le financement du développement local. Le ministre-gouverneur Philippe Legré, qui a procédé à l'ouverture hier lundi, a indiqué que le festival de San Pedro doit permettre de vendre les atouts et potentialités du district autonome du Bassa-Sandra. À travers ce festival, c'est des atouts et potentialités des districts qui sont vendus aux investisseurs. Et je peux vous dire qu'au fur et à mesure que les années passent, les investisseurs affluent pour découvrir la belle région de San Pedro, le beau district du Bassa-Sandra. En plus des innovations, on aura des journées dédiées au cacao, à la femme et à la jeunesse. 21 000 festivaliers sont attendus au cours de ce festival qui va s'étendre sur une semaine. En image, la célébration aujourd'hui du Mardi Gras, l'occasion pour les jeunes enfants dans les écoles primaires d'arborer un beau déguisement. Le Mardi Gras est suivi par le mercredi des cendres et le carême qui commence justement demain, mercredi 22 février 2023, période pendant laquelle les chrétiens catholiques sont invités à la prière, à la méditation, au partage et à l'ouverture vers l'autre. Ensemble, faisons reculer le coronavirus. Le coronavirus, malheureusement encore présent en Côte d'Ivoire. 5 nouveaux cas de coronavirus ont en effet été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À la date du 20 février 2023, la Côte d'Ivoire compte donc 88 114 cas confirmés de coronavirus, 87 240 personnes guéries, 834 décès et 40 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. Sakassou, dans la région centre du pays, le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, le PIDAC, présenté et expliqué aux populations. Le PIDAC vise donc à protéger les grandes infrastructures hydrauliques et les principaux écosystèmes du fleuve Niger. Les explications dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Les effets du changement climatique impactent négativement les habitudes agricoles des populations. Les populations du centre de la Côte d'Ivoire n'échappent pas à cette situation de baisse et de répartition inhabituelle des pluies. Nous avons constaté ici la déforestation causée par les feux de brousse, l'orpaillage clandestin et ce qui crée la sécheresse, la famine. Pour contribuer à l'amélioration de la résilience des populations par une gestion durable des ressources, le PIDAC, projet intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, a vu le jour en 2019. En Côte d'Ivoire, le centre et le nord du pays bénéficient du projet.
Les populations du village de Tiebissou à Yaou dans le département de Sakassou sont informées et sensibilisées sur le projet. Des sous-projets sont présentés. Ce projet, c'est pour s'attaquer aux effets néfastes du changement climatique dans les différentes zones d'intervention. Nous avons deux catégories de sous-projets. Il y a une première catégorie, sous-projet des travaux forestiers. La deuxième catégorie, c'est les chaînes de valeur agricole. Voilà, donc c'est à ce niveau-là qu'il faut parler d'agriculture. Dans la mise en œuvre du projet PIDAC, les femmes sont les premières bénéficiaires. Le projet s'adresse aux femmes pour qu'elles puissent avoir de quoi s'occuper de leurs enfants, de quoi s'occuper du ménage pour amorcer le développement. Le préfet de Sakassou appelle les populations rurales à s'approprier le projet afin de résister et de s'adapter aux effets du changement climatique. Pour qu'ils soient intervenus, nous sommes dans notre coopérative, on fait déjà ceci, on fait déjà cela, et cela nous rassure. Est-ce que ce projet-là connaîtra un succès patent au niveau de cette localité? Financé par la Banque africaine de développement et l'Union européenne, le projet intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger est implémenté dans 9 pays ouest-africains. Dans le cadre d'une visite de travail qu'il effectue, le Premier ministre Patrick Hachi a eu une séance de travail ce matin avec Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances. Le point sur cette séance de travail avec nos envoyés spéciaux à Paris en France, Herman Guivet et Kéré Adama. Paris, 139 rue de Bercy, hôtel des ministres, ministère de l'économie et des finances. En visite de travail en France, le chef du gouvernement Patrick Hachi rencontre Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances de la République française. Aux côtés du Premier ministre Patrick Hachi, Moussa Sanogo, ministre du budget du portefeuille de l'État, Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France. Au menu des échanges entre le Premier ministre Patrick Hachi et le ministre français de l'économie Bruno Le Maire, d'importants projets réalisés ou envisagés avec comme cœur de cible la fiscalité, la jeunesse, l'industrialisation agroalimentaire. Nous venons de rencontrer le ministre français de l'économie et des finances et le premier point de notre rencontre a concerné l'assistance qu'ils peuvent nous apporter en matière fiscale. Aujourd'hui, on a une énorme marge de progression en matière de collecte fiscale. Et donc la France est l'une des plus performantes aujourd'hui au monde sur le sujet et a développé des techniques extrêmement sophistiquées. Monsieur le ministre a signé une convention avec Monsieur le ministre du Budget qui devrait démarrer incessamment et avoir des effets extrêmement positifs sur nos capacités de collecte et notre pression fiscale. Le second sujet a porté sur le projet du métro qui est en cours, sur lequel nous avions sollicité le ministre des Finances pour avoir intégré la formation de nos jeunes, de façon à ce qu'au terme de ces projets, nous aurons des jeunes bien formés qui puissent, dans le cadre de l'apprentissage qu'ils ont eu, pouvoir s'insérer facilement sur le marché du travail, soit en intégrant des entreprises qui existent déjà ou en créant leur propre entreprise. Donc ça a été un sujet extrêmement intéressant sur lequel nous avons également développé la coopération. Enfin, nous avons abordé la question de la transformation des produits, des matières premières locales, aussi bien que de l'agroalimentaire. La France dispose d'industriels dans le secteur de l'agroalimentaire qui sont extrêmement performants, ainsi que de la distribution également, mais a fait d'énormes progrès également en matière agricole. Donc sur ces secteurs également, il s'est prêté aux requêtes que nous avons formulées sur instruction de M. le Président de la République. Et nous avons été très heureux de ces échanges et nous pensons que les résultats seront à la mesure, je dirais, des ambitions des deux pays. Une séance de travail qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire et qui confirme l'excellence du savoir-faire français dans plusieurs secteurs d'activité. Retour en images en Côte d'Ivoire, 28 villages de la région du Tchologo, dans le nord du pays, unis pour protéger l'environnement et la biodiversité. Ils ont donc créé l'association de gestion des ressources naturelles et de la faune de Ouarigoué.
Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement il y a quelques jours du site www.observateurdesmedias.net. Ce média en ligne traite de plusieurs sujets dont l'actualité, l'économie, la politique, le sport, l'art et la culture. L'actualité au Burkina Faso, au moins 51 soldats ont perdu la vie le 17 février dernier lors d'une embuscade tendue par des djihadistes présumés dans la région nord. C'est la plus meurtrière attaque à ce jour contre l'armée burkinabé. Voilà, merci de nous avoir suivis.